Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le domaine continental et ses dynamiques. Nous sommes toujours dans le premier chapitre qui caractérise le domaine continental. Nous avons vu l'isostasie, c'est-à-dire la flottaison, ou en tout cas le repos de la lithosphère sur la sténosphère, qui est valable aussi d'ailleurs pour le domaine océanique. Et nous allons maintenant voir la pétrographie des roches de la croûte continentale sous forme à la fois d'identification et de densité. C'est a priori un TP, donc il faut bien l'identifier, savoir reconnaître les roches et puis savoir, même si on est souvent aidé au bac ou on sait par des images, par des identifications, des aides, savoir quand même reconnaître globalement les minéraux. Donc, il est possible de tomber sur un sujet autour d'un travail d'identification hein, des roches de la croûte continentale. Donc, le mieux pour faire ce genre d'activité, pour faire un bilan, c'est bien sûr de construire un tableau de synthèse dans lequel vous avez une définition des roches, la densité, leur aspect macroscopique, leur aspect microscopique et minéralogique, ainsi qu'un élément toujours très important, c'est la réaction à l'acide, et ici nous verrons que c'est un élément clé. La première roche qu'on doit identifier, savoir identifier, c'est le granit. Alors ici vous avez un granit plutôt de type clair, plutôt gris, hein, mais il y a des fois quelques granites roses, hein, vous en avez entendu parler, qui sont possibles aussi, il ne faut pas se fier uniquement aux couleurs, hein, les roches ont souvent des couleurs très variables. En tout cas, toujours est-il que le granit a une couleur plutôt claire, même si elle est parfois rose. Il est grenu, ça veut dire que les minéraux sont jointifs et surtout visibles à l'œil nu. Et puis, il n'y a pas d'effervescence à l'acide. Les minéraux qu'on va retrouver, et qu'on va retrouver dans la deuxième diapositive, ce sont des minéraux, même de manière euh, macroscopiques, des minéraux noirs qui vont plutôt être de type mica noir, qu'on voit aussi de manière assez régulière, des formes assez régulières, et plutôt en fines lamelles, si on se rapproche avec une loupe binoculaire. Un autre élément, c'est les feldspaths plagioclases, qui sont rectangulaires, et puis qui s'est cristallisé en général à la fin. Bien, nous retrouvons le quartz, qui a plutôt un aspect grain de sel, de forme irrégulière en général, qui comble donc les interstices. Donc en lumière polarisée non analysée, on reconnaît souvent les micas noirs qui ont un aspect marron clair à marron foncé, avec plutôt de manière rectangulaire, assez allongée, avec parfois à l'intérieur des inclusions, qu'on va retrouver en lumière polarisée non analysée, car les micas, en fait, ce sont des zones de désagrégation des micas. Le quartz et le feldspath plagioclase sont très difficiles à distinguer dans la lumière polarisée non analysée, et donc on va les retrouver en lumière polarisée analysée. On voit très bien cette forme avec donc, qui sont tous les plans de clivage du feldspath plagioclase, plans de clivage très très fins avec une alternance comme on appelle ça code barre, cette notion de code barre avec alternance donc de zones, enfin de bandes, de lignes blanches et de lignes noires. Quant au quartz, eh bien, comme nous le disions tout à l'heure, donc tout ça, ce sont des minéraux de grains de quartz. Il a donc comblé les interstices et donc il est de forme très irrégulière. Peut-être ici une macle avec de l'orthose, ce n'est pas sûr, mais en tout cas toujours ici cette forme aussi rectangulaire et puis cette forme avec deux couleurs différentes séparées par une ligne peut faire penser à une macle d'orthose. Ça, je l'ai mise de côté, je n'en suis pas sûr. Il faudrait un petit peu plus analyser, il faudrait aussi faire tourner la grille pour pouvoir voir évoluer les minéraux en fonction de l'angle de la couleur, enfin en tout cas de la lumière. La deuxième roche, c'est le gneiss. Description macroscopique, eh bien, vous reconnaissez ici un élément clé qu'on reconnaît. Ce sont des lignes, et souvent ce sont des lignes de mica noir, donc on peut facilement utiliser ça comme repère. Donc ce qu'on appelle une foliation. Et cette foliation va faire alterner à la fois des lignes claires et des lignes sombres. Ici aussi, on la voit bien. Alternance qu'on appelle des leucosomes, c'est-à-dire les lignes blanches, claires, et puis les mélanosomes, c'est-à-dire les lignes noires. Et souvent, donc, parfois, comme c'est le cas ici, des yeux ou de gros cristaux
euh, de feldspath. Donc voilà les trois minéraux. L'idée c'est que on retrouve bien, et c'est une analogie, enfin en tout cas une remarque à faire, c'est que ce sont les mêmes minéraux que dans le granit, puisque ici on verra plus tard la notion de gneiss, mais en tout cas qui est une roche métamorphique. Mais on verra ça plus tard. Donc elle est aussi grenue et elle a aussi aucune effervescence à l'acide chlorhydrique, donc absence de carbonate de calcium. On reconnaît dans la lumière au microscope, la lumière polarisée non analysée, les micas, les quartz probablement, les feldspats aussi probablement, et on les reconnaît mieux, cette foliation avec cet alignement des cristaux de mica noir, et parfois aussi bien les alignements des autres minéraux type quartz et type feldspat. Donc voilà la roche gneiss, voilà un calcaire qui se décrit, alors il est ici plutôt clair, il peut être parfois sombre, parfois orange, quand il a un peu plus d'argile, mais en tout cas un calcaire typique est généralement clair, puisque ce sont généralement des carbonates de calcium et clairs. Et l'élément clé pour reconnaître un calcaire, c'est qu'il a un test positif à l'effervescence. Donc automatiquement, on va pouvoir donner une identification à cette roche quand on aura fait le test à l'effervescence. Enfin, pour terminer, le grès. Le grès est ici avec des bandes plutôt rouges ou plutôt claires. Le grès est en fait une roche sédimentaire. Là aussi, nous verrons ça dans la vidéo sur la notion de sédimentation. Ce sont des petites particules qui sont en général des particules de quartz. Donc ça veut dire que le grès est formé à partir d'un sable de quartz généralement, qui s'est retrouvé cimenté soit avec du calcaire, soit avec de la silice. Bon, en général, c'est de la silice. Et c'est une roche assez dense, assez bien homogène. Mais donc, si on se rapproche au niveau de l'observation à la loupe binoculaire, on voit bien ces petits grains de quartz ici, qui sont donc des sables. Alors l'alternance de couleurs est simplement liée au fait qu'il y a plus ou moins de fer dans, dans les, dans les, dans la matrice. Ceci étant, voilà, ce n'est pas le plus important. Il n'y a pas d'identification avec une lame, puisque la seule chose qu'on verrait à la lame microscopique, ce sont des grains de quartz. Donc ça ne va pas apporter énormément d'informations. Donc voilà le grès. Je vous rappelle, première S, les roches de la lithosphère océanique. Eh bien, nous avons d'abord le basalte, hein, qui est une roche volcanique formée à la dorsale. Elle a généralement une couleur très sombre. Elle est microlithique, ça veut dire que les minéraux ne sont pas visibles à l'œil nu ou peu, très peu, parfois un peu d'olivine visible à l'œil nu, mais en général, les, les basaltes sont souvent avec des minéraux qu'il faut aller voir parfois avec la loupe binoculaire, mais surtout avec le microscope en lame mince. Donc ici, un verre, on reconnaît les laves avec un verre baigne, dans lequel baignent tous les minéraux. Alors ici, nous avons un basalte assez riche en minéraux. Parfois, il y a beaucoup moins de minéraux avec beaucoup plus de verre. On reconnaît des baguettes de feldspath qui sont des microclines. On reconnaît le pyroxène avec des formes relativement euh, bien, avec des angles plutôt droits, avec euh, des, des, des- des côtés assez droits. Et puis l'olivine, qui est qu'on retrouvera à la lumière polarisée analysée avec des couleurs assez claires, plutôt orange, vert clair, et que souvent avec une épaisseur qu'on voit bien sur les côtés. Quant au pyroxène, à la lumière polarisée analysée, elle est souvent aussi, elle peut être aussi assez claire, mais souvent elle est plutôt de couleur marron ou vert foncé. Il n'y a bien sûr pas de test à l'effervescence sur le basalte. Le gabbro, eh bien le gabbro souvent en macroscopie, on voit bien les deux minéraux essentiels du gabbro, que sont le pyroxène et les plagioclases. Donc le noir et le blanc.
Donc ça, c'est assez facile à reconnaître avec aucun test à l'effervescence. Et on va reconnaître ces pyroxènes. Là, vous le voyez, une petite couleur un petit peu plus bleuâtre, avec toujours cette forme assez bien délimitée, assez nette, avec ses arêtes assez droites. Et puis deuxièmement, on reconnaît bien ce qu'on va entre guillemets appeler les codes barres, c'est-à-dire les plagioclases, ici et là. Quant à l'olivine, on voit à peu près bien cette épaisseur ici du relief sur les bords, et puis une forme beaucoup plus arrondie, beaucoup moins régulière, et une couleur très très variable à l'intérieur de chaque minéral. Enfin, une roche qui ne fait pas partie de la croûte océanique, mais qui fait partie du manteau, mais qu'on va parfois retrouver comme ici en xénolite, c'est-à-dire en inclusion à l'intérieur d'autres roches, et notamment à l'inclusion de basalte, des morceaux de manteau arrachés, et où on reconnaîtra principalement pyroxène et olivine. Ce sont les deux minéraux de la péridotite. On les retrouve ici à la lumière polarisée non analysée et analysée avec cette olivine de forme irrégulière et puis ces formes plus régulières de pyroxène. Le test à l'acide est effectivement négatif. Alors ici, la péridotite, elle est déjà en macroscopie, doit être parlante, hein, avec cette olivine verte très, très caractéristique. Bien, pour terminer cette pétrographie, on vous demandera de pouvoir calculer la densité des objets, puisqu'on ne peut pas aller directement accéder à la masse volumique, puisque le volume d'une roche est très difficile à estimer. On va directement accéder à la densité en utilisant cette préparation, c'est-à-dire peser l'échantillon, puis le plonger dans de l'eau et mesurer la différence entre le volume avant et après avoir plongé la roche. Ceci permet de calculer la densité de l'échantillon, c'est-à-dire d'abord la masse volumique et la densité, puisque c'est la densité par rapport à l'eau dont la masse volumique est de 1 kg par décimètre cube. Voilà la densité de quelques roches. On en abordera d'autres plus tard, mais en tout cas, toujours est-il que pour rappeler celle de l'année dernière, de première S, celle de la croûte océanique, le basalte est plutôt entre 2,7 et 3,2, le gabbro est 2,9, 3,1, et la péridotite est de 3,2, 3,4. Donc ce sont des roches plutôt denses par rapport aux roches de la croûte continentale, avec le granit qui est plutôt entre 2,4 et 2,8, et généralement plutôt entre 2,4 et 2,6, le calcaire 2,7, 2,8, le grès 1,8 à 3,2, et le gneiss de 7 à 2,8. Donc on voit que globalement, les roches de la croûte océanique sont plus denses que les roches de la croûte continentale. Après, on va retrouver d'autres, à l'occasion, au passage, de retrouver d'autres types de roches qu'on va retrouver aussi dans la croûte océanique et où on voit que la tendance est à l'augmentation de la densité avec jusqu'à l'éclogie dont la densité peut être supérieure à 3,5. En bilan, on remarque premièrement que donc, les roches sont entre 2,4 et 2,6 de densité. On a vu avant que on avait dit que la croûte continentale était plutôt entre 2,7 et 2,8. C'est probablement dû à notre échantillonnage et aussi doit nous faire interpeller, réfléchir sur le fait que probablement les roches qu'on trouve sur la croûte continentale supérieure sont peut-être probablement moins denses que les roches qu'on trouve plus en profondeur et qui sont difficiles à estimer. Mais donc, on a en tout cas les éléments qui ont, par d'autres méthodes, hein, estimé la croûte continentale avec une densité de 2,7 à 2,8, fait penser qu'il y a d'autres types de roches plus denses. Toujours est-il que la croûte continentale a une densité inférieure à la croûte océanique, et puis que si on regarde en volume, globalement, on a des roches sédimentaires dont on parlera plus tard, qui représentent environ 11% du volume. C'est ce qu'on avait calcaire, grès et argile. On en a vu calcaire et le grès, l'argile c'est encore autre chose. Les roches magmatiques représentent environ 44,5%, notamment les granites. Et puis les roches métamorphiques dont on parlait tout à l'heure, notamment avec le gneiss, mais il y en a d'autres, représente aussi 44,5% de la composition de la roche. Donc voilà. Pour continuer, on va maintenant dans la caractérisation du domaine continental. Pour l'identification de la croûte continentale, on va évaluer son épaisseur. Alors,
l'épaisseur peut être calculée par l'isostasie. Alors, le calcul de l'isostasie, donc on avait dit qu'il fallait bien comprendre le principe. On va revenir exactement à le même mode de calcul, c'est-à-dire qu'on va prendre deux colonnes, l'une constituée de lithosphère océanique, l'autre constituée de lithosphère continentale, et on va prendre une surface de compensation. Les deux colonnes ont la même surface, encore une fois, pour pouvoir ne s'occuper que des hauteurs. On va avoir donc ce calcul, c'est x. X est donc le calcul qu'on va avoir. Alors, dans l'idée qu'on avait ici, qui est extrait d'un manuel, la densité de la croûte continentale est de 2,8. Bien, il n'y a pas de souci, on va pouvoir, on avait dit que c'était entre 2,7 et 2,8, ce n'est pas un problème. Donc on a, et on sait depuis l'année dernière, quand on avait étudié les différents domaines, que en moyenne, la hauteur de la croûte, des reliefs de la croûte continentale, ou en tout cas oui, de la croûte continentale, sont d'environ 870 mètres en moyenne. Et puis de l'autre côté, nous avons la croûte océanique, qui est constituée, donc la lithosphère océanique, qui est constituée d'une part de manteaux lithosphériques, de la croûte océanique, de densité de 9 et d'une hauteur d'environ 7 km, ça a été vu en première S. Et enfin, et bien sûr, au-dessus de la croûte océanique, il y a les océans. La densité de l'eau reste de 1, et puis la hauteur moyenne des océans, c'est-à-dire la hauteur moyenne, la profondeur moyenne des océans, est de 3730 mètres. Donc bien sûr, en dessous de la croûte continentale, il y a le manteau lithosphérique, puisque le principe ici étant de vouloir calculer la hauteur de la croûte continentale, l'épaisseur de la croûte continentale et non pas l'épaisseur de la lithosphère. Donc on va s'arrêter à la base de la croûte. Bien, à partir de ce moment-là, on fait exactement les mêmes calculs que la dernière fois. Le seul souci ici étant de définir le fameux x. Et le x va se retrouver à la fois dans le calcul ici à gauche, dans la hauteur, enfin de quoi de la masse de la croûte continentale, mais aussi va se retrouver de l'autre côté puisque nous n'avons pas la hauteur du manteau lithosphérique sous, en tout cas de la lithosphère océanique. Donc il va falloir intégrer, et c'est ce qu'on voit ici entouré avec ce chiffre-là. Ce sera avec, je vais le marquer en rouge, ça va être cette formule qui va nous permettre de calculer la masse du manteau lithosphérique, c'est-à-dire la masse de cette épaisseur-là, qui est égale à x moins 870, moins 3730 et moins 7000. Ce x, cette partie-là n'est pas connue, mais on va voir qu'au fur et à mesure de l'équation, eh bien, le x va pouvoir être regroupé, le x utilisé pour la masse du manteau lithosphérique et le x utilisé pour calculer l'épaisseur de la croûte océanique va pouvoir être regroupé ici. Et puis, nous allons pouvoir calculer, in fine, la hauteur x, qui est égale à 28 km, 28 500 mètres. Donc, il est possible de refaire le calcul pour montrer qu'effectivement, la croûte continentale est bien plus épaisse que la croûte océanique. Bien, on peut aussi, et c'est ce qui a été fait en TP, calculer cette épaisseur à partir des zones sismiques, et pour ce, on va pouvoir calculer la profondeur du Moho. Pour info, pour rappel en tout cas, le Moho a été découvert par un chercheur, Moho Orovici, qui a été calculé au début du XXe siècle à partir justement des ondes sismiques. C'est en étudiant des séismes et les retards de certaines ondes que ce chercheur a pu déterminer qu'il y avait une surface de discontinuité sur laquelle se reflétaient les ondes P et qui était à environ, et c'est notre calcul, x km de profondeur et qui séparait donc le domaine croûte du domaine manteau de la lithosphère. Bien, on reprend la formule de Descartes-Snell, c'est-à-dire qu'une onde, et c'est valable pour la lumière, mais c'est valable pour n'importe quel type d'onde, mais notamment une onde sismique, cette onde va, si elle rencontre une surface sur laquelle qui sépare deux milieux qui n'ont pas
la même densité, qui n'ont pas donc les mêmes indices. Quand cette onde touche cette surface de discontinuité, une partie sera reflétée et une partie sera réfractée. Pour nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à celles qui sont reflétées. Et donc, elles sont reflétées avec un même angle, donc elle va avoir un certain nombre un trajet qui sera plus long que le trajet qui sera direct des ondes P. Et donc, on peut représenter ça de manière très compliquée en abord, mais qui est relativement simple si on va utiliser après, on utilise après tous les lois de la géométrie. Si on a un foyer F qui est situé à une profondeur H de l'épicentre, c'est-à-dire de la surface, il envoie des ondes P qui vont être mesurées ici à une station S qui est distante du delta de l'épicentre. Donc ici, nous avons un premier triangle rectangle. Les ondes P arrivant directement, mais il y a aussi les autres ondes, celles qui vont aller se refléter en un point B, qui est situé à grand H, moins petit h, profondeur, qui est donc le fameux mot, qui est donc cette discontinuité entre une partie crustale et une partie mantélique de la lithosphère continentale. Donc ici, nous avons des ondes qui vont descendre jusqu'au point B et être réfléchies et être aussi perçues par la station sous forme d'ondes qu'on va appeler les ondes PMP, c'est-à-dire les ondes qui ont été réfléchies par le mot PMP sur une surface de discontinuité. Et puis nous avons en bas mesuré le temps qui va séparer l'arrivée des ondes P et le temps d'arrivée des ondes PMP. Bien, nous avons donc maintenant le grand H qui va être la hauteur, l'épaisseur, qui est la profondeur du mot, qui est donc le paramètre qu'il faudra calculer. Nous allons aller directement à l'équation finale. L'équation finale, H, ici, elle est calculable, puisque nous avons normalement facilement accès à la hauteur H. La vitesse des ondes P625, elle est déjà connue. Le delta T va être mesurable au niveau des sismogrammes. Et puis le delta, le grand delta, qui est la distance entre l'épicentre et la station de mesure et de recueil des sismogrammes, eh bien, elle est connue aussi. Bien, à partir de ce moment-là, il est possible de calculer H. En général, donc ça fait partie aussi d'un ECE, d'un TP, de possibilités de travail au bac. Il faut connaître non pas cette formule, mais comment l'utiliser dans un tableur. Donc dans un tableur, nous l'avons fait en TP. Il faut bien faire attention à utiliser les bonnes parenthèses au bon endroit, comme c'est un calcul complexe, puisque on voit bien qu'il faut faire des carrés à l'intérieur, puis des racines carrées, puis mettre le tout au carré et faire une racine carrée en ayant intégré un moins ici. Il est très facile de se tromper. Donc, a priori, c'est toujours intéressant de se rappeler qu'il fait environ 28 km de profondeur, mais néanmoins, il ne faut pas se tromper. Quelques rappels concernant le logiciel qui va être utilisé pour les ECE, ou en tout cas pour ce TP. C'est le logiciel Sismologue. Le logiciel Sismologue vous permet, à partir de stations ici qui vous ont été données, et puis un certain nombre de séismes. Alors, pourquoi pas le même séisme? Eh bien, tout simplement parce qu'en général, parce que comme le but est pédagogique, on va utiliser des séismes pour lesquels on a de bons enregistrements, qui sont faciles à exploiter, dans lesquels on voit bien les ondes PMP isolées. Des fois, c'est beaucoup moins facile, donc on va pouvoir utiliser. Donc, il est possible qu'on vous demande de travailler sur plusieurs séismes. Donc, dans Sismologue, d'aller travailler sur ces séismes. Il est possible, au travers de Sismologue, de connaître H. Il est possible de connaître la distance à l'épicentre en regardant les caractéristiques de chacune des stations de recueil. Et puis, l'arrivée des ondes P et des ondes PMP, on va la voir sur le sismogramme. Alors, en général, il vous est donné le P, le S, et il va falloir calculer l'endroit, donc poser le curseur sur l'endroit où vous estimez que ce sont les NPMP, avec ici en haut à droite une heure d'arrivée, en tout cas l'heure qui va vous être donnée en heures, minutes, secondes et millièmes. Donc l'avantage de vous les donner en millièmes, secondes et millièmes, c'est que ce n'est pas un système heure, minute, seconde, c'est un système classique base 10, donc il va être facile de faire des soustractions.
Donc quand vous allez recueillir, il ne faudra pas utiliser, on utilisera, donc je vais le rayer, on n'utilisera que la partie ici, seconde et millième. C'est la seule qui sera valable. Bien, donc comment repérer les trains d'onde? En général, un train d'onde a une augmentation, une amplification. Il débute, il s'amplifie et il diminue. Et en général, c'est au moment où il disparaît que le prochain arrive. Alors des fois, il peut disparaître complètement et le prochain arrive, mais bon, dans ce cadre ici, où les ondes sont très rapprochées, eh bien, on peut identifier au partir du moment où les ondes P sont en train de diminuer. S'il y a réaugmentation, c'est que ce sont les ondes PMP qui sont arrivées avec un pic et puis bien sûr une diminution. Et les ondes S arrivent plus tard quand on a de nouveau un redémarrage avec une amplification. Donc quand vous arrivez en ECE ou en travail de bac, en tout cas, il va vous falloir remplir ce tableau. Alors souvent, il peut vous être proposé ou il faut le savoir, le re-remplir soi-même, sachant qu'à partir du moment, de toute façon, la formule est donnée et c'est la formule ici qu'il faudra rentrer dans la case ici. Ici, il faudra rentrer la formule delta t et aller ici dans les deux premières cases remplir les heures d'arrivée, en tout cas les minutes millièmes d'arrivée, hein, ne prenez pas les heures d'arrivée, ça n'a aucun intérêt, et ni les minutes. Donc les secondes millièmes d'arrivée des ondes P et des ondes PMP. Et le delta T donc étant égal à PMP moins l'heure d'arrivée des ondes P, pour avoir le delta. Ici, la profondeur, elle vous est donnée aussi par un certain nombre de documents et la distance à l'épicentre, en général, elle vous est fournie. Les ondes P sont de 6,25 km par seconde qu'il faudra aussi renseigner pour introduire ça dans la formule. Sachant que il faudra utiliser donc une formule qui est facilement reproductible sur tableur Excel pour aller donc dans la première jusqu'à la dernière case. À partir de ce moment-là, ben, on utilisera un certain nombre de symboles. Après, il y a d'autres symboles possibles utilisables, hein, mais il faut vraiment faire très attention à mettre les parenthèses au bon endroit et donc de commencer toujours par les éléments les plus simples. Il est possible aussi de détailler les éléments pour éviter d'avoir avoir une surcharge. Tout est possible avec Excel, donc en tout cas avec un tableur, pour pouvoir vous permettre de faire votre calcul en évitant les erreurs. Sachant que hein, on est bien d'accord, l'ordre d'idée doit être aux environs de 30 km. Hein, donc si vous tombez sur des petits chiffres ou des trop grands chiffres, faites attention, il y a probablement une erreur. Donc le résultat, comme vous pouvez le voir ici, est d'environ 30 km. Alors, on se rend compte peut-être aussi en plus ici qu'il y a quand même des différences entre certaines stations sur la profondeur du mot. Elle n'est pas aussi régulière que ce qu'on pouvait s'attendre. Alors, cette notion, elle est intéressante parce qu'elle va pouvoir introduire ce qu'on va avoir à un moment donné à décrire, c'est que le mot n'est pas homogène sous la croûte continentale. C'est-à-dire que le mot, visiblement, a l'air de s'enfoncer. Et quand on fera la remarque un petit peu plus tard que le mot a l'air d'aller plus profondément, ici, par exemple, quand les ondes, quand la station est très éloignée de l'épicentre, et surtout quand les ondes ont à passer sous une montagne. Et donc c'est une première remarque, c'est que sous une montagne, on a l'impression que le mot est plus profond. C'est une remarque qu'on amène maintenant, mais qu'on reverra quand on travaillera sur les reliefs. Donc en utilisant la méthode, eh bien, on voit qu'elle est d'environ 30-32 km, ce qui est bien supérieur à celle de la croûte océanique, et que quand ça passe sous les montagnes, le mot a tendance à être plus profond que sous la plaine, en tout cas. Eh bien, ça nous amène à faire une petite comparaison qui est relativement fréquente, qui peut vous être proposée en sujet type 1 ou en TD. Ou, voilà, nous avons travaillé à la fois en TD et en sujet de type 1. En TD, nous avons vu des éléments qui peuvent vous être proposés au bac à l'écrit en vous disant, voilà, vous avez des éléments du domaine océanique, des éléments du domaine continental, vous devez pouvoir identifier ici des différences, notamment ici en termes
principalement de différence de silice. Ça veut dire que les roches de la croûte océanique sont moins riches en silice que les roches de la croûte continentale. Et par contre, en revanche, une très grosse différence se situe au niveau du fer, du magnésium et du calcium, avec une très grande importance de ces éléments, notamment des éléments métalliques, dans les roches de la croûte océanique par rapport aux roches de la croûte continentale. La deuxième chose qu'on remarque et qui vous a déjà été rappelée, c'est que les masses volumiques de ces roches sont très différentes, puisque vous avez une densité plus importante dans les roches de la croûte océanique par rapport aux roches de la croûte continentale. Et enfin, une expérience qui justement était une extension de ce qu'on a vu en TP, c'est-à-dire de proposer de faire la différence entre une surcharge qui pourrait se produire sur la croûte océanique et sur la croûte continentale en prenant des matériaux de densité différente, pour lesquels on vous proposait dans ce TD de refaire le calcul de la subsidence, ou en tout cas de l'enfoncement créé par une surcharge, qu'elle soit, que la densité soit du polystyrène avec une densité de 0,019 ou du bois avec une densité de 0,65. Donc, dernier élément, document 4, qui vous permettait d'identifier des roches, encore une fois, avec d'autres approches, d'autres images, une roche 1 qui est bien sûr du gabbro, une roche 2 qui était du gneiss, une roche 3 qui était du granit, une roche 4 qui était, on la reconnaît bien, un basalte, et une roche 5 qui ne faisait pas partie, hein, encore une fois, ni de la croûte continentale, ni de la croûte océanique, mais qu'on peut retrouver de temps en temps, notamment au niveau de la croûte océanique, sous forme d'inclusion, qui était donc la péridotite. Et puis, ça peut être aussi présenté sous forme de format partie 1, avec une introduction qui fait référence à l'histoire des sciences, un document intéressant proposé par Élie de Beaumont, qui parlait d'un modèle dit de contraction thermique de la Terre, pour lequel on vous apporte un document qui montre que la Terre primitive était au départ homogène, et puis qu'en se refroidissant, il va y avoir une croûte qui va se former à l'extérieur, ce qui est tout à fait juste, qu'on va pouvoir vérifier d'ailleurs, qui a été vérifié ultérieurement, et puis une masse à l'intérieur, donc qui sera plus chaude. Et puis au fur et à mesure du temps, cette masse à l'intérieur va se contracter par refroidissement progressif, sachant que l'extérieur étant devenu une croûte solide, eh bien elle va se contracter et faire des plis, comme on a l'habitude de comparer cette notion-là avec une pomme qui se fripe. Bon, la pomme se fripe parce qu'elle se déshydrate, mais en tout cas, selon le modèle d'Élie de Beaumont, la terre se fripe, en tout cas se contracte avec ces plissements qui vont créer les chaînes de montagnes et les océans, en tout cas selon le modèle d'Élie de Beaumont. Et bien là, dans ce document, on vous demande, en utilisant vos connaissances scientifiques, ce qui est typiquement une partie 1, d'argumenter sur le fait que non, il n'existe pas une croûte unique et que ce modèle ne peut pas être appliqué en l'état, en tout cas, avec, en tout cas, ne peut plus être applicable, que le modèle de la contraction thermique de la Terre n'est pas applicable, parce qu'il y a déjà 2 croûtes différentes. Alors, une proposition de correction qu'il faut lire attentivement, tranquillement, mais en tout cas, toujours est-il que ça, c'est une proposition, ce n'est pas une vérité. L'idée, c'est de montrer une introduction dans laquelle on va reprendre les termes du sujet et qu'on va présenter les plans. Un développement qui va prendre un travail de comparaison, peut-être par exemple sous forme de tableau. Ce serait très pertinent de montrer un tableau utilisant un certain nombre de documents qui vous sont fournis pour pouvoir décrire le fait qu'il y a effectivement une très grosse différence entre les deux. Et puis, selon les différents termes que nous avons vus dans ce chapitre sur la caractérisation. Et enfin, un schéma bilan
qui est pertinent, je pense, à ce niveau-là. Donc à la fois un tableau et un schéma bilan qui montre bien notre synthèse des deux types de croûtes. Et puis on conclut en rappelant rapidement une synthèse des différences entre les deux croûtes. Et puis on peut maintenant, parce que puisque le sujet reste en suspens, puisque le modèle de Élie de Beaumont n'étant plus valable, et bien il faut ouvrir dans cette conclusion sur le fait qu'effectivement, la tectonique des plaques, d'abord le modèle de Wegener, puis la tectonique des plaques, le modèle de la tectonique des plaques, vont pouvoir mieux expliquer les reliefs et les océans avec l'utilisation des deux types de croûtes et d'autres types de dynamiques, en tout cas au niveau de la Terre. Voilà maintenant le schéma qu'on attendait pour mettre un petit peu de côté cette notion donc de lithosphère, enfin de rappeler les éléments clés qu'on voit et bien montrer la différence entre les croûtes océaniques et croûtes continentales.